Bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro du Vendée Mag. Nous revivrons l'arrivée de Sébastien Simon, premier sablais et 3e sur le podium. Notre expert de la semaine n'est autre qu'Hubert Lemonnier, directeur de course de cette 10e édition du Vendée Globe. Et enfin, notre Inside nous emmènera dans les coulisses de la tournée médiatique de Charlie Dalin au sein des rédactions parisiennes. « 67 jours, 12 heures, 25 minutes et 35 secondes. La fin du calvaire sonne enfin pour Sébastien Simon. Le skipper et son IMOCA Groupe Dubreuil passent la ligne d'arrivée dans la nuit du 17 janvier à 1h17 du matin. De retour à la maison, le skipper vendéen est accueilli à la hauteur de l'exploit qu'il a réalisé pour accrocher la 3e place qui lui revient aujourd'hui. Privé de son foil tribord depuis le 8 décembre, le marin vendéen au mental de guerrier aura enchaîné les avaries, mais il n'aura jamais rien lâché. Il y a eu d'autres dommages, effectivement, j'ai perdu l'ogive de quille au milieu du Pacifique, les lèvres de quille, ce qui peut être dramatique, parce que ça rentre, ça met le puits de quille sous pression et l'eau peut rentrer dans le bateau, on n'en a pas communiqué là-dessus. J'ai une partie j'ai un réservoir dans l'océan Indien, dans la grosse dépression qui s'est vidée dans 4 de mes sacs de bouffe sur 6. Du coup, toute la nourriture était contaminée, j'ai pu récupérer le gasoil pour le remettre dans le réservoir. Mais quand la nutrition est dégradée, mentalement, c'est toujours plus dur. Mais pour autant, voilà, c'est un Vendée Globe où j'étais venu chercher des moments difficiles comme ça. Je pense qu'il a tenu toutes ses promesses. J'échangerai ma place pour rien au monde et mon parcours non plus. Et voilà, je reviendrai dans 4 ans avec des objectifs, je vous l'assure, encore plus ambitieux parce que j'avais un rêve qui était de terminer le Vendée Globe, mais mon rêve ultime, c'est de le remporter. Il reste encore 31 marins en mer. Les premiers que sont Jérémy Bayou et Sam Goodchild bataillent pour la 4e place. Je suis en haut du mât, ça bouge énormément. On peut voir Jérémy Bayou là-bas. Ils s'apprêtent à manger leur énième pain noir à l'approche d'une violente dépression qui touchera les Açores dans les prochaines heures. C'est inquiétant quand même, parce qu'on parle de 8 mètres ou plus. J'ai l'impression qu'il y a un peu de période, mais ça devrait peut-être un peu de côté en plus. Alors voilà, faut pas se faire déferler dessus, quoi. À 7000 milles de là, tout au sud, 3 marins ferment la marche de cette 10e édition. Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Venberg n'ont pas passé le Cap Horn, qu'ils se préparent eux aussi à se faire cueillir par un système dépressionnaire très instable. C'est bizarre, parfois il y a une grosse zone de molle et puis rien du tout, parfois il y a du vent contraire, ça dépend des heures de fichiers et des types de fichiers, donc voilà, je regarde un peu ça. Bon, maintenant c'est dans 4 jours, 5 jours, donc ça peut encore changer, on espère que ça va changer, que ça se mette dans le bon sens. Plus au nord, la flotte poursuit sa remontée de l'Atlantique Sud le long des côtes brésiliennes. Là aussi, la fatigue s'accumule et les réparations s'enchaînent. C'est cette pièce qui s'était cassée, donc je suis allée la chercher en tête de mât à la drisse tout en haut qui va moins servir et je l'ai réinstallée là, donc j'ai refait le loop. Le vieux sage Le Cam vient à bout de son étai de J2, le câble qui sécurise son mât. Comme quoi, il ne faut pas désespérer jamais, quoi. Même les moments difficiles, faut pas oublier que derrière, l'énergie du désespoir, on va dire, nous fait rebondir, nous fait aller vers des horizons nouveaux, comme on dit après la pluie, le beau temps. Mais les longues heures de bricolage ont permis au reste de son groupe de prendre la poudre d'escampette, Romain Athanasio en tête. J'ai voulu gagner dans le nord parce que j'ai pas l'impression que le vent il venait plus par là. Et à moi j'ai réussi à accrocher une petite veine de vent et je suis parti. Je suis resté bien vers le nord pour aller chercher la traversée du front un peu plus haut où elle avait l'air un peu plus facile. Et où ensuite en sortie le vent avait l'air d'avoir un meilleur angle. Bref, c'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé.
Le skipper de Fortinet Best Western passe l'équateur et réussit à faire le break avec ses poursuivants. Ça se passe par ici, là. En fait, le Poutre Noir m'a donné rendez-vous à Fernando de Noronha. Pas de chance. Je crois que si je passais avant, ça passait. Je pense que pour Romain, ça passera bien. Mais alors pour moi et mon petit groupe autour, là, ça va pas être génial. Donc je me prépare pour de nouveau de longues heures d'immobilité et de patience. Pas évident. À 1000 milles plus au nord, Sam Davis ferme la marche du groupe de tête lorsqu'une poulie de grand voile se détache et vient heurter l'intérieur de son cockpit. Il faut que je répare ça, j'ai intensifié. Donc j'ai sorti le sticker, je ralentis. Heureusement c'est pas structurel, mais j'ai un petit peu de boulot là pour colmater ces fuites avant que je peux repartir. Et ça va être, il y a plein de charbon, plein de poussière, ça va être pas très agréable à faire. Juste devant elle, Boris Herman se découvre des talents d'équilibriste. Il réussit à sécuriser son foil bâbord endommagé la semaine dernière, mais au prix d'une échappée de ses poursuivants directs que sont Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis. Le marin allemand aux commandes de son animal blessé passe ainsi de la 10e à la 14e place. Paul Meillat sur Biotherme vient enfin au bout de son étai, mais devra parcourir les 2000 milles restants sans J2. Et du coup, voilà, mon nouvel étai. Ah. Ce sera quand même mieux pour affronter les dépressions de la fin. Lundi 20 janvier, les skippers du groupe de tête ont tranché. Ce sera route directe vers les sables par l'est de l'archipel des Açores. Jérémy Bayou sur Charal est le premier à se jeter dans le cœur de la dépression. Avec des montagnes de vagues. Oh putain. On essaie que le bateau parte pas trop vite dans les vagues, sinon ça se termine mal au fond. Faut pas qu'il y ait plus là. Le duel pour la 4e place est terminé pour Sam Goodchild qui déchire sa grand voile dans les plus mauvaises conditions. C'est peut-être réparable, mais pour l'instant il y a encore trop de vent. On a 30-35 nœuds. J'ai 2 virements à faire pour me rendre à l'est et éviter les vents du nord qui sont en train de rentrer. Peut-être que je vais pouvoir réparer. Ça ne veut pas dire que mon Vendée Globe est terminé, mais ce n'est clairement pas la fin de course que j'avais espéré. Je navigue maintenant en mode dégradé et mon objectif c'est de ramener le bateau en un seul morceau. À vitesse plus que réduite, le skipper de Vulnérable se lance dans une course contre la montre. Ce n'est pas facile, mais je fais du mieux que je peux en essayant de perdre le moins de temps possible. J'espère que je n'aurai pas à le faire 2 fois. Hello Sam. Bah écoute, une petite vidéo pour t'envoyer plein de courage et d'énergie, te dire que je pensais bien à toi. C'est pas une aviarie simple à gérer. Tu faisais vraiment une super fin de course. Voilà, mais c'est pas fini là, t'es vraiment pas loin de l'arrivée, donc je sais que tu trouveras les ressources et la solution pour continuer à avancer au plus vite vers les Sables d'Olonne. Cette avarie majeure du skipper britannique avantage ses concurrents Paul Meillat et Nicolas Lunven. S'ils restent dans le bon timing, les 2 marins pourront accompagner la dépression qui touchera l'ouest du Portugal dans les prochaines heures. Je sais pas très bien le vent qu'il y a parce que j'ai mes aériens de secours, donc la calibration est peut-être un peu douteuse, mais parce qu'il y a au moins 40 nœuds, 35-40 nœuds établis. Le mer, je vais essayer de vous montrer, j'ai jamais vu de mer comme ça. C'est génial parce qu'il fait super beau.
Oh, c'est génial, je sais pas parce qu'on voit la mer et du coup, je préférais cette nuit, on voyait pas la mer, ça faisait moins peur. Thomas Ruyant, quant à lui, continue de subir l'infortune qui l'accompagne depuis l'Indien. Il n'aura pas réussi à rattraper la dorsale pour rester collé au groupe de tête. Il conserve donc sa 9e position. Je pense que là, ce matin, c'est définitivement mort. Donc voilà, on va essayer de faire une belle trace jusqu'au bout. Rien lâcher, mais pas facile. Un peu de chance dans son malheur, peut-être. À seulement 300 000 dans son sillage, une pétole monumentale dans laquelle plonge à bras le corps l'IMOCA Guyot Environnement, piloté par Benjamin Dutreux. Quand ça bombarde, on est accroché à l'intérieur sur les réglages et les trucs, et en fait on voit rien de ce qui se passe dehors, et en fait on se plaint qu'on passe pas de temps à profiter de la mer et à profiter dehors. Donc voilà, c'est le trouble de la personnalité du marin, ou l'impatience, je sais pas. Mais en tout cas là ça fait du bien là, de souffler un peu. Ce sera probablement peut-être un de mes derniers instants tranquille comme ça, parce qu'après c'est il y a des systèmes un peu dépressionnaires qui s'enchaînent. Donc je suis pas sûr qu'on ait de nouvelles phases de molle comme ça avec une mer qui soit aussi cool en tout cas. Je suis de retour à bord, sain et sauf. C'était important de le faire parce que mon esprit m'a joué des tours. Il y a quelques jours, j'ai cru entendre que quelque chose s'était pris sous mon bateau. Et comme je ne pouvais pas le voir avec la caméra fixée sur ma quille, j'ai voulu avoir la certitude que rien ne me ralentissait. Plus que le vent, je veux dire, car j'avance actuellement à 4,3 nœuds. Et voilà, c'est fait, on vient de franchir l'équateur pour la 2e fois sur ce Vendée Globe. On a toujours reprise avec du petit temps sur cette zone de convergence intertropicale. Voilà, on espère retrouver du vent demain dans la journée pour pouvoir continuer notre route vers le nord, vers les Açores et puis l'Europe après. Là les amis, je suis dans 3 nœuds de vent, dans le nord complet, en plein milieu de rien, comme vous pouvez le voir. Et je suis en train de me galérer avec un pêchou. Bateau de pêche qui est là quoi. Voilà. Je viens de l'appeler mais il parle que portugais je crois, donc j'ai pas tout compris. Alors il passe derrière moi. Je vois son verre, donc normalement c'est bon. Alors que la petite troupe s'avance tranquillement dans le poteau noir, Jean Le Cam et Alan Roura optent favorablement pour une option plus à l'est. On a du vent et on attaque! On attaque! C'est trop beau! J'ai l'impression de me rapprocher de la ligne d'arrivée. Je vais encore être coincé dans une zone sans vent, mais aujourd'hui, c'est un bon jour, je vais vite. Je me sens bien, mais il fait chaud. Plus de 30 degrés, et je suis nu à bord, et je m'en excuse. Heureux d'avoir pu parcourir une longue distance aujourd'hui. C'est tout, ciao! Plus la ligne d'arrivée se précise et plus l'impatience grandit dans l'habitacle des 60 pieds. Je suis perdue. Je sais plus trop comment je m'appelle en ce moment. Je sais juste que là, depuis quelques jours, je suis passée en mode il faut arriver. Et voilà, il faut arriver. Hein, j'ai un peu plus de mal à profiter de la vie à bord parce que je pense que je commence à me projeter dans les retrouvailles. Et dès que j'y pense, ça me... Il y a quelques petites personnes qui me manquent. Une petite personne en particulier. Allez, on tient le bon bout. Tête froide et concentration sont les maîtres mots de cette fin de course. Car le plus dur reste peut-être à faire avec cette ultime dépression d'une rare intensité. Plus que jamais, pour toutes et tous, il s'agit de rentrer au port le plus vite possible et surtout en un seul morceau. Nous voici sur les pontons du port de plaisance des Sables d'Olonne, là où s'amarrent les skippers du Vendée Globe. Je m'apprête à rencontrer Hubert Lemonnier, le directeur de course de cette 10e édition. C'est notre expert de la semaine. Bonjour Hubert. Et bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous?
Très bien, merci. On voit que les pontons se garnissent chaque semaine un peu plus de jolis bateaux. Ça veut dire que pour vous, en tant que directeur de course, la pression retombe d'autant semaine après semaine ou pas? Alors je dirais pas qu'elle tombe, on est satisfait d'avoir des bateaux qui sont arrivés, donc on réussit à faire le tour du monde, ça c'est génial, hein. Aussi vite en plus. Mais par contre il reste tellement de bateaux en mer, avec des systèmes compliqués météo, l'arrivée au Sable d'Olonne, etc. Donc on a encore beaucoup de pression. Alors vous le dites justement, il y a encore beaucoup de bateaux en mer avec une météo compliquée qui leur a réservé aucun cadeau du début à la fin. Alors c'est presque vrai, parce que si on se positionne de la part des 3 premiers, ils ont quand même une super météo au départ, et une super météo à l'arrivée, et entre-temps une super météo, on va dire. Donc ils ont eu quand même un lot qui est un peu différent des autres. Par contre là, ce qui arrive la semaine prochaine, ce qui arrive en termes d'arrivée météo, c'est compliqué. Il y a des belles cartouches à venir avec des belles dépressions comme on peut s'y attendre à cette saison dans le golfe de Gascogne. Des systèmes météo compliqués dans la direction de course, ça veut dire quoi? Bah, clairement, nous, là, on est préoccupés par les dépressions qui s'enchaînent, donc qui plutôt classiques de l'ouest vers l'est et qui se creusent avec des systèmes secondaires qui peuvent aussi s'alimenter entre eux et donc créer encore plus de vent et surtout de mer. Et puis on s'assure aussi que l'arrivée sur les Sables d'Olonne avec la fatigue, plus de 70 jours de mer, les bateaux et bien toute la sécurité, et c'est pour ça qu'aussi on a une grande nouveauté cette année, on a cette porte mauvais temps qui nous permet de valider en tout cas une fin de course un peu au large pour éviter d'être tout de suite à la plage. C'est une arrivée anticipée finalement, une ligne d'arrivée légèrement en amont? En fait dans le parcours, c'est une nouveauté de 2024, il y a une porte obligatoire pour tous les candidats, pour tous les concurrents, et cette porte ils doivent la franchir, et si jamais la météo ne permettrait pas ou serait trop dangereuse entre cette porte et la ligne d'arrivée historique, et cette porte fera office de ligne d'arrivée. Donc ça nous permet d'avoir du temps, de l'eau à courir, du temps pour que le bateau puisse, une fois passé cette porte, puisse s'organiser et repartir vers le large sans être tout de suite au rocher ou proche de la côte, avec les risques que ça peut engendrer bien sûr. Si on revient sur cette victoire incroyable de Charlie Dalin en 64 jours, 10 jours de moins que le record d'Armel Lecléache depuis 2016, c'est quoi votre sentiment? Quelle est votre analyse de sa victoire? Ouais, c'est dingue, c'est passé tellement vite, même pour nous. On est dans un vortex depuis le 10 novembre et on savait que les records pouvaient tomber, hein, mais que ça se passe aussi bien. Peut-être ça va mettre beaucoup de temps à ce que ça se repasse aussi bien à nouveau une prochaine fois. Mais c'est génial parce que quand tout s'aligne, on montre que la préparation, l'engagement, le haut niveau, préparation physique, mentale des skippers, des bateaux, les équipes techniques, tout a été réuni pour montrer qu'on pouvait aller très vite. Ça a été le cas. Je pense qu'on a entendu les témoignages des skippers, ils étaient très bien préparés et malgré ça, ils ont eu aussi une météo qui les a aidés à battre ces records. Donc c'est une certaine satisfaction, un accomplissement aussi du travail, du lourd travail qui a été mis en place par tout l'écosystème de la course au large. Il y a des bons bateaux, il y a des bons marins, parce que quand on voit Seb Simon et toutes les avaries qu'il a eues, il faut quand même être un sacré guerrier pour faire un tour du monde en si peu de temps, et pour faire un tour du monde tout court d'ailleurs. Ouais, en fait, on perd de vue, une fois que le bateau il est arrivé là, que le résultat il est là, on en perd un peu de vue tout le process qui a permis d'arriver là. Et quand on reprend les vidéos, quand il monte en haut du mât, quand il choisit de se positionner devant l'énorme dépression au niveau des Kerguelen et qu'avec Charlie ils partent, c'était quand même très chaud, hein. Nous à la direction de course à ce moment-là, c'était qui tout double, c'est-à-dire que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Dans le sens d'un point de vue sécu, il ne faut pas que ça devienne la norme pour gagner le Vendée Globe, d'aller dans des systèmes dépressionnaires comme ça. Si tout se passe bien, ça va. S'il y a une avarie de safran ou de quille ou un truc comme ça, là on se fait rattraper par le Kraken qui se construit derrière. Et du coup, ça peut être un tout autre scénario. Et à cet endroit-là, il n'y a personne d'autre. Donc, bravo, ils l'ont fait et ils l'ont bien fait. Maintenant, on est méfiant sur ces types de météo. Il y a encore beaucoup de marins en mer à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez un petit mot pour eux? Je suis très content de la manière dont ils ont navigué, fiers. Et surtout, on va bientôt avoir les bateaux qui sont plus dans l'Atlantique, donc sud et nord. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis que le bon sens marin continue parce que ça peut être le plus dur, ça peut être sur les arrivées. On sait que l'Atlantique Nord, cette saison, ça peut être aussi compliqué que les 40 Sud. Donc les 40 Nord, attention.
Et nous, on est mobilisés, on est bien sûr à leur disposition. Dès qu'ils le veulent, comme d'habitude, on continue jusqu'au bout. Merci beaucoup Hubert. Merci. Maintenant, je vous propose de vivre 24 heures dans la peau d'un skipper. Charlie Dalin, accompagné de son attachée de presse Marie-Astrid Gauthier, est en pleine tournée médiatique à Paris. C'est notre reportage Inside. Ça va être à lui? Je fais possible? Ouais. Bonjour. Félicitations. Merci. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Merci de m'accueillir ce matin. Dans un instant, l'invité de Lénaïque Monnier dans Europa Matin Week-end sera Charlie Dalin. Est-ce que quelques jours après votre arrivée, vous réalisez un petit peu la mesure de votre exploit? Ouais, un petit peu. C'est vrai que voilà, ce chiffre, il me donne un peu le tournis, même à moi. Je savais que les bateaux étaient capables de tourner autour de la planète en moins de 70 jours. Et voilà, d'atteindre cet objectif, c'était vraiment génial. Et ça va encore continuer à progresser. Voilà, la génération 2000 du Vendée Globe 2028 sera encore meilleure que la génération 2024. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous. Ouais, je fais bien une sieste. On passe dans combien de temps? Je crois que c'est dans 12 minutes, ça nada. Tiens, je vais t'endormir. Ouais. Bonjour à tous. Combien ça réveille? Je suis désolé. Il était temps qu'il se réveille, de toute façon. Ouais, c'est bien. Désolé. Non, pas de problème, je vais faire quelques pompes. Allez. Bon réveil à tous ceux qui dormaient peut-être il y a quelques minutes d'ailleurs. C'est le cas de notre invité, je trahis un secret, je vais vous le révéler dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 10h, nous sommes dimanche 19 janvier. On accueille un invité de marque sur Sud Radio. Alors voilà, on passe dans une zone. Ça va là, les nuits, elles sont... Ouais, je me réveille un peu en fin de nuit. Ouais. Et balles de terre... Non, balles de terre, zéro. Non, là, il y a 4 ans, j'avais eu un peu, je crois. Ouais. Mais non, là, zéro. Tout de suite... Tout de suite dans tout le de bain. suite, ça bougeait plus. Et c'est vrai que la première nuit, t'as ouvert ta fenêtre. Ouais. Je me suis levé. J'ai ouvert en grand les rideaux, j'ai encore ouvert la fenêtre, là, qui faisait moins 2 degrés dehors. Ouais. Je suis resté, je crois, les mains sur les hanches devant la fenêtre. Et puis j'ai parlé de Johan. Et puis après, je suis retourné me coucher comme si de rien n'était. Perrine s'est levée et elle est tout fermée. Super. 19h. Nous, on y va tous les 4. On t'accueille chez RTL. On te lâche. On t'abandonne, lâchement. Nous 3, on prend un taxi-voiture pour aller chez France Télé. On t'attend chez France TV où toi tu montes sur ton mototaxi et tu nous rejoins chez France TV. On rentre tous les 4 pour Stade 2. 21h05, tu décroches le Stade 2 pour partir chez France Info. Donc là, vous serez tous les deux. Ah oui, on va chez France 24 aujourd'hui aussi. Ouais. Et RFI, émission spéciale. En fait, c'est dans la même rédaction. RFI, c'est radio. Ouais. Tu fais ton plateau France 24. Et après, on fait RFI. Stade 2. Putain, c'est une belle journée encore. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui encore en fait. De la journée. Au revoir. 3, 2, 1. Ça va pas vous? Toutes et tous, merci d'être là. Dis son nom. On aura fait combien de taxis? Je sais pas compter. Oh la vache. C'est pas la vraie vie. Pour nous ce soir, on a la chance d'avoir Charlie Dalin et je compte sur vous pour mettre de l'ambiance. Hein. Franchement, c'est un exploit. Et le retour, voilà, ça va. C'est pas un peu de passer. Non, je suis un peu sur mon petit nuage, je continue à profiter. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Stade 2. Bonsoir, on est très heureux d'être avec vous. Comme tous les dimanches soirs, on est parti pour un petit peu plus d'1 heure. On a un invité absolument génial. Écoute, j'ai une petite question pour toi, puisque tu es dans Stade 2. C'est de savoir si, Tu l'enlèves, on est dans les mers du Sud, 5, j'étais à côté de toi, tu t'es dit que ça allait être compliqué d'aller gagner ce Vendée Globe.
Allez, bonne émission, mec. Ah, ciao. Bye bye. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a surpris, Johan. Salut Charlie. Ça va? Ça va, mec? Merci pour ta question. Depuis hier, on y réfléchit. Tu veux savoir comment on en a chié, mon gars? Ah ouais, dans ces trucs-là. On a un coup de pression, là. Oh.